Tu, tu. Les gars, aidez-moi. Salut Euh, Quentin. salut. Aujourd'hui, j'ai eu cours de physique et j'ai pas tout compris ce qu'elle me disait. Elle parlait de variation diurne, variation saisonnière et Ouais. variation latitudinale. Enfin, j'ai pas tout compris. Est-ce que tu pourrais m'en dire un peu plus ou Ah ok, je vois exactement de quoi tu parles. Alors sur l'instant T, je peux pas trop t'en dire plus, mais je te propose de faire un projet avec des explications détaillées, des expériences réelles et des explications simplifiées, on va dire, sur un site, Earth Space Lab. Je te propose de faire ça, ça te va? ouais, vas-y, hein. Donc Euh, on va commencer par les variations diurnes du coup. allez, go. Allez. Ça marche. Donc, dans un premier temps, ce sera les explications détaillées avec des images. Dans un second temps, les expériences réelles. Et dans un troisième temps, avec toi, les expériences sur le site Earth Space Lab. Donc ça va, c'est O- bon? Ok, bah on se voit tout de suite alors. Bah super, c'est parti. Ciao! Salut Quentin. Donc nous allons répondre à ta problématique et toutes tes interrogations concernant ton cours de physique. Donc, nous allons voir aujourd'hui les variations de température au sein de la Terre. Et nous allons faire un plongeon dans l'énergie solaire. Donc, si tu es prêt, c'est parti. Donc, tu nous avais posé une question. Comment l'énergie solaire reçue par la Terre varie-t-elle dans l'espace et dans le temps? Donc, déjà, petit rappel, il faut savoir que l'énergie que nous recevons vient du Soleil. Donc ça, c'est la base, mais il faut le savoir, c'est toujours important. Nous allons étudier trois facteurs aujourd'hui pour répondre à ta question. L'heure de la journée, les variations diurnes, les saisons, l'inclinaison de la Terre, et la latitude avec la répartition géographique. Donc si tu es prêt, c'est parti, nous allons détailler tout ça et tu auras tout compris. Donc premièrement, les variations de température dans la journée, donc les variations diurnes. Pour définir, les variations diurnes sont causées par la rotation de la Terre sur elle-même, un tour effectué en 24 heures, et donc l'incidence du rayon solaire, donc l'angle formé entre les rayons du soleil et la surface terrestre, la normale, change au cours de la journée. Donc ça c'est une petite définition. Nous pouvons voir en bas à gauche une représentation d'une expérience que nous allons faire directement au laboratoire du lycée. Donc ne t'inquiète pas, on te réexpliquera tout ça. Et là, une petite lampe pour expliquer la suite. Donc nous allons étudier premièrement le midi. Donc nous allons étudier avec un petit schéma, ce sera plus simple. Donc le soleil à midi est au plus haut dans le ciel. Les rayons solaires frappent presque perpendiculairement et l'énergie est donc concentrée sur une plus petite surface, ce qui chauffe plus efficacement. On peut voir que les rayons du soleil, ayant un diamètre de 1 mètre carré, frappent quasiment perpendiculairement, ou du moins perpendiculairement à la surface, et ce qui donne une surface éclairée de 1 mètre carré, c'est-à-dire que la surface est très concentrée, du coup la chaleur est concentrée sur une surface très petite, et du coup il fera plus chaud. Donc c'est là où on retrouvera les pics de chaleur. Ensuite l'après-midi, on peut voir que l'angle d'incidence diminue. Donc l'angle d'incidence des rayons solaires commence à diminuer progressivement, après son maximum atteint à midi solaire, donc ce qu'on a vu précédemment. Cela marque une transition entre le maximum d'ensoleillement et le coucher du soleil, avec une baisse progressive de l'intensité du rayonnement et un pic de température décalé par rapport à midi. Donc on peut voir que la baisse de l'intensité du rayonnement s'explique par une surface éclairée qui est plus importante qu'à midi, avec 1,4 m contre 1 mètre carré. Donc, ce qui fait que l'énergie doit se répartir sur une plus grande surface et du coup la température forcément diminue. Et comme on pourrait le croire avec la représentation, ce n'est pas le soleil qui tourne autour de la Terre, mais bien la Terre qui tourne sur elle-même. Donc c'est-à-dire que si on garde la lumière sur un globe à un point fixe, par exemple sur Paris, et qu'on fait tourner le globe, le soleil ne bougera pas, par contre ce sera Paris qui bougera, et du coup l'angle d'incidence va diminuer, et ce qui va donner justement cette représentation un petit peu en biais, avec une surface éclairée qui sera plus grande, forcément. Et ce qui va se traduire le matin et le soir, donc au coucher de soleil,
Donc c'est là où le soleil est au plus bas à l'horizon, et donc l'angle d'incidence est le plus faible. Les rayons solaires sont étalés sur une plus grande surface, encore plus que l'après-midi, ce qui diminue fortement l'intensité de l'énergie reçue, et donc de la température. Donc on peut très bien voir que là c'est extrême, c'est-à-dire que Paris, si on bouge au maximum qu'on puisse éclairer Paris, on se retrouve avec cette disposition-là, avec une surface éclairée très très grande. Et encore une fois, ce n'est pas le soleil qui bouge, mais bien la Terre qui tourne sur elle-même, modifiant l'angle d'incidence, en l'occurrence là, en le diminuant très fortement. Donc on peut voir qu'on passe de midi avec une surface très concentrée d'1 mètre carré, qui est éclairée, et à une surface le soir ou le matin, ça dépend, avec la même disposition, une surface éclairée de 2 mètres carrés, donc ça a doublé, c'est-à-dire que l'énergie lumineuse doit se répartir sur une surface 2 fois plus grande, et donc les températures vont forcément chuter. Donc c'est ce qu'on peut voir très bien avec ce schéma en haut à gauche. À midi, on garde une surface d'1 mètre carré, après-midi 1,4 mètre carré, et le coucher du soleil ou au lever du soleil 5,9 mètres carrés, ce qui fait que les températures sont bien moins importantes parce que la surface éclairée à éclairer est bien plus grande. Donc j'espère que tu as bien compris ça, c'est important pour la suite, j'espère avoir bien expliqué, et on se retrouve directement au lycée Victor Hugo pour faire l'expérience, pour que tu comprennes encore mieux et pour visualiser tout ce que je viens de dire par rapport à Paris et au mouvement de la Terre, et donc à la modification des angles d'incidence. A tout à l'heure, Quentin. Pour illustrer le phénomène des variations diurnes au sein de la Terre, nous allons faire une expérience. Le soleil sera représenté par le rouleau de papier toilette et ses rayons par le flash d'un téléphone. Nous allons prendre comme ville témoin Paris, bien Elvis, pour m'en montrer, qui sera notre témoin par rapport au soleil. Donc nous allons commencer l'expérience. Elvis va couper la lumière. Donc, ce phénomène qui se déroule à cause de la rotation de la Terre est un phénomène qui a plusieurs caractéristiques au niveau des rayons. Comme vous pouvez le voir, à midi, le soleil est au-dessus de Paris, c'est-à-dire qu'il recouvre intégralement et de manière forte, avec une grande puissance énergétique et lumineuse, Paris. On peut le voir avec cette représentation où on voit un rond parfaitement concentré, plein de luminosité. Ensuite, au fur et à mesure de la journée, vers l'après-midi, vas-y Elvis, le soleil n'a pas bougé, néanmoins la Terre a tourné. Encore. Hop. On peut voir que l'angle d'incidence a changé et la surface éclairée est beaucoup plus grande à cause de la rotation de la Terre. Donc Paris est moins éclairé et surtout moins intensément éclairé parce que la lumière se propage dans une plus grande surface. Et enfin, le soir, la Terre a encore tourné, mais le soleil n'a pas bougé. Et là, on peut voir très clairement une zone beaucoup plus grande, éclairée, ce qui fait que la température aussi baisse et ce qui participe au phénomène jour-nuit de la Terre. On peut la voir exactement ici. Donc ça, c'est la position à midi. Le soleil est au-dessus de la tête d'une personne qui est représentée par le trou dans le carton. L'après-midi, la zone éclairée est plus grande, la température est moins forte car la concentration d'énergie est moins importante. Et le soir, la zone est davantage plus grande et c'est ce qui participe au phénomène jour-nuit. Pour mieux visualiser les variations diurnes, nous allons utiliser le logiciel Earth Space Lab. Donc là, on peut voir le globe terrestre avec l'inclinaison, les deux petits traits blancs qui montrent l'axe de rotation de la Terre avec les 23 degrés entre le trait jaune et le petit trait blanc, 23 degrés. On peut aussi voir ici en haut à gauche le trajet de la Terre autour du Soleil en une année solaire. Ici, on va placer un bonhomme. Là, on l'a placé à Paris, donc avec 48 de latitude et 3 de longitude. On va se placer pour des raisons de simplicité
à l'équinoxe de mars. Hop. Donc on peut voir que l'hémisphère nord et l'hémisphère sud, donc au-dessus du trait vert fluo et en dessous, les deux hémisphères sont éclairés avec la même intensité. À gauche, ici, nous pouvons voir l'heure de la journée et on va activer directement les rayons du soleil. On peut les voir juste ici. Ils éclairent les deux hémisphères. Et comme on l'a dit, la Terre tourne sur elle-même en 24 heures. Donc voici ce que ça donne. Et à gauche, on peut croire que c'est le soleil qui bouge, mais c'est bien la Terre qui tourne autour d'elle-même. Donc voilà. Donc, comme on l'a dit précédemment, on va se passer à midi. On va essayer à peu près de se mettre à midi. Hop, là on est à midi 19 comme vous pouvez le voir. Et on peut voir sur le schéma que le soleil est à son maximum de hauteur dans le ciel. Et donc les rayons frappent quasiment perpendiculairement à la surface de la Terre, avec une surface à éclairer qui sera moindre et du coup des températures qui seront plus élevées. Ensuite, l'après-midi, on va dire autour des 15 heures, on va essayer de s'arrêter à 15 heures. On peut voir que le soleil est en diagonale par rapport à la surface de la Terre, donc avec une inclinaison du coup et un angle d'incidence qui diminue, des températures qui diminuent parce que la surface à éclairer est plus grande. On peut voir notre bonhomme juste ici, comme on l'a vu en laboratoire, avec les rayons lumineux qui vont faire une trajectoire diagonale, comme on l'a dit précédemment. Et ensuite, au coucher du soleil, on va dire vers 19h, pourquoi pas. Hop. Ou alors le matin, on peut faire très bien le matin aussi. On va s'arrêter au lever du soleil. Hop, par exemple à 6h45. On peut voir en bas à gauche que le soleil est au plus bas dans le ciel, avec un angle d'incidence minimal, une surface à éclairer maximale du coup, et des températures moins élevées. Et on peut voir juste ici, comme sur notre schéma dans la vraie vie, dans notre expérience dans la vraie vie, hop, le personnage qui est juste ici, et les rayons vont être quasiment obliques par rapport à la surface, c'est pour ça que c'est moins éclairé. Donc voilà, ensuite nous allons passer directement aux variations de saison. Quentin, donc on est parti pour la deuxième interrogation que tu avais, c'était les variations saisonnières. Donc nous allons expliquer ce que sont les variations saisonnières et qu'est-ce qui se passe durant l'année. Donc pour définir, les variations saisonnières du rayonnement solaire sont causées par l'inclinaison de l'axe de rotation de la Terre, environ 23,5 degrés, on pourrait dire 23 degrés mais 23,5 c'est plus précis, et de son mouvement de révolution autour du Soleil. Rapidement, le mouvement de révolution, c'est lorsque la Terre fait le tour du Soleil durant l'année, donc en 365,25 jours, vu que tous les 4 ans on a une année bissextile avec un jour en plus, c'est pour ça qu'on met le virgule 25 à la fin. Donc cette inclinaison modifie l'angle d'incidence des rayons solaires selon la période de l'année, et c'est ce que nous allons voir dès maintenant. Donc là, nous allons représenter le Soleil, et là, nous avons fait deux captures différentes à des moments de l'année différents sur le logiciel Earth Space Lab. À gauche, nous avons, donc nous voyons avec le trait vert fluo ce qui représente l'équateur, et en haut donc l'hémisphère nord et en bas l'hémisphère sud. Nous pouvons très clairement voir que sur l'image de gauche, l'hémisphère sud est bien plus éclairé, en tout cas bien plus directement par le soleil, donc avec un angle d'incidence maximale et du coup une surface à éclairer moins importante que pour l'hémisphère nord et des températures forcément plus élevées. Alors qu'à l'inverse, sur l'image de droite, nous pouvons voir que l'hémisphère nord est incliné vers le soleil, ce qui fait que l'angle d'incidence des rayons lumineux pour l'hémisphère nord est maximal, avec des températures bien plus importantes que pour l'hémisphère sud. Nous allons voir quand est-ce que cela se déroule. D'abord, on peut dire que l'orientation par rapport au soleil du coup varie continuellement, comme on a dit. Un coup l'hémisphère nord est plus éclairé, plus directement en tout cas avec des chaleurs plus importantes, alors que une autre partie de l'année, l'hémisphère sud est plus éclairé, en tout cas plus directement, et voilà. Cependant, l'inclinaison axiale ne change jamais, donc les 23,5 degrés, donc par rapport à la normale de la Terre, ne bougent pas. Donc on peut voir avec le schéma de gauche qu'en hiver, donc le solstice
solstice du 21 décembre, l'hémisphère nord, on va prendre cette référence, est incliné à l'opposé du soleil, réduisant l'angle d'incidence et la durée d'ensoleillement. Cela entraîne des températures plus basses. En effet, on peut voir que l'hémisphère nord est incliné à l'opposé du soleil, donc ce qui fait des températures plus basses et une surface, des surfaces d'éclairement et d'ensoleillement plus importantes, ce qui explique les températures plus basses. Et cela correspond à notre représentation avec l'image de gauche sur Earth Space Lab. On peut voir clairement que l'hémisphère sud est éclairé directement par les rayons lumineux avec un angle d'incidence maximal, alors que l'angle d'incidence pour l'hémisphère nord diminue, ce qui fait que la surface est plus grande et la température baisse. Cependant, on peut voir qu'au équinoxe, donc 21 mars et 21 septembre, l'axe de la Terre n'est ni incliné vers le vert ni incliné loin du Soleil, ce qui résulte en une répartition égale de la lumière entre les deux hémisphères. La durée du jour et de la nuit est égale. Donc on n'a pas pu représenter par souci de logiciel, mais en tout cas, faut le savoir, et on s'est représenté via le schéma en bas à gauche. Avec la totalité de l'hémisphère nord et sud éclairé le 21 septembre, et on peut pas voir avec le 21 mars parce que c'est dans l'autre sens, mais c'est exactement pareil. Enfin, l'été, le solstice du 21 juin dans l'hémisphère nord. Donc l'hémisphère nord est incliné vers le soleil, augmentant l'angle d'incidence et prolongeant la durée d'ensoleillement. Les températures sont alors plus élevées. En effet, on peut voir que l'hémisphère nord est incliné vers le soleil sur le schéma en bas à gauche et également avec notre présentation sur Earth Space Lab, comme on a dit précédemment, avec un angle d'incidence qui est maximal avec des rayons lumineux qui éclairent une surface plus restreinte avec des températures du coup plus élevées, comme on a expliqué avec les variations diurnes. On peut conclure que ces variations sont responsables du changement des saisons et cela influence les cycles climatiques. Donc voilà Quentin, j'espère que cela t'aura aidé. On peut conclure que c'est seulement à cause de la rotation de la Terre, donc de l'axe de la rotation de la Terre de 23,5 degrés, et également le fait que la Terre tourne autour du Soleil, et du coup ce n'est pas les mêmes parties en tout cas, pas les mêmes hémisphères qui sont plus ou moins éclairés directement. Donc l'hiver, l'hémisphère nord est éclairé moins directement avec des températures plus basses et une surface à éclairer plus importante à cause d'un angle d'incidence qui diminue. En été, donc à partir du 21 juin, l'hémisphère nord est éclairé directement avec une surface à éclairer et un angle d'incidence maximal avec des températures plus hautes. Par contre, aux équinoxes, donc 21 mars et 21 septembre, l'hémisphère nord et sud ont une répartition égale de la lumière et la durée jour et nuit est égale. Donc pour mieux te représenter l'idée dans la tête, j'ai repris un tableau des températures au cours de l'année fait par Météo France. Donc nous allons voir qu'il y a une certaine logique dans ce qu'on a dit précédemment, en tout cas pour l'hémisphère nord, vu qu'on s'est focalisé sur cet hémisphère-là. Donc, comme on a dit précédemment, on va se positionner dans la colonne décembre. On va prendre pourquoi pas les températures moyennes de ce mois-là. Et on peut voir qu'elles sont de 5 degrés. Et c'est normal vu qu'en décembre, nous avons dit qu'on était en hiver, donc à partir du 21 décembre. Puisque l'angle d'incidence diminue. Et donc la surface à éclairer est plus importante. Et donc les températures sont plus basses. Donc c'est normal, et du coup c'est le moment de l'année où il fait le plus frais. Donc là en l'occurrence 5 degrés, et ça se confirme sur le tableau. Ensuite si on va en janvier, cela commence un petit peu légèrement à augmenter. Février ça augmente. Mars ça augmente progressivement et d'un coup, parce que le 21 mars il y a l'équinoxe de mars, le 21 mars, ce qui fait que l'hémisphère nord et sud sont éclairés de la même manière, et du coup contrairement à l'été ou l'hiver où un des deux hémisphères est éclairé plus directement avec un angle d'incidence maximal et des températures plus élevées parce que la surface est moins importante. Là, la surface de la Terre, en tout cas hémisphère sud et nord, sont éclairées
avec la même intensité et même de manière directe en tout cas. Donc, ce qui fait que la surface à éclairer est moins importante et du coup les températures sont plus élevées. C'est ce qu'on retrouve là avec des températures de 8,8 au lieu de 6,3 en février. Ensuite ça augmente en avril, en mai et en juin à partir du 21. Forcément on est en été dans l'hémisphère nord parce que l'angle d'incidence est à son pic, la surface à éclairer est à son minimum justement, et du coup la température augmente drastiquement. Donc on passe à 18,7, ensuite en juillet ça continue, 20,3, ensuite 20,4 en août, et en septembre à partir du 21, rebelote, équinoxe, et là du coup, vu qu'on est l'été, c'est le moment où les températures sont les plus élevées, et là on retrouve une certaine stabilité entre l'hémisphère nord et sud. La surface à éclairer est quand même plus grande que l'été, donc ce qui fait que l'énergie lumineuse se répartit sur une surface plus grande et donc les températures diminuent forcément. Pas au stade de l'hiver, mais quand même les températures diminuent et on voit 16,8, après 13,4 en octobre, novembre 8,1 et en décembre on revient en hiver, le moment le plus froid, 5 degrés. Donc j'espère que tu as compris la logique et pour t'illustrer ça de manière physique et concrète, nous allons au lycée Victor Hugo faire l'expérience et tu vas tout comprendre. Mais juste avant l'expérience au lycée Victor Hugo, j'aimerais te montrer ce schéma récapitulatif montrant les différentes positions, donc la trajectoire du soleil dans le ciel de l'hémisphère nord en fonction de la saison. Donc comme on l'a dit, le 21 juin, on se retrouve en été dans l'hémisphère nord avec des rayons lumineux ayant un angle d'incidence maximal, une surface à éclairer minimale et donc des températures plus hautes comme on avait avec le tableau précédemment. Inversement, en hiver, le 21 décembre, on retrouve un angle d'incidence minimal avec des surfaces à éclairer maximales et donc des températures qui chutent brutalement. Cependant, lors des équinoxes, aux alentours donc du 21 mars et du 21 septembre, le Soleil est positionné exactement au-dessus de l'équateur terrestre. Cela s'explique évidemment par l'inclinaison fixe de l'axe terrestre, donc 23,5 degrés comme dit précédemment, et la révolution de la Terre autour du Soleil. Pendant ces périodes, l'axe de la Terre ne penche ni vers le Soleil, comme lors du solstice d'été, ni à l'opposé, comme lors du solstice d'hiver. Ainsi, le Soleil se trouve entre sa position la plus haute dans le ciel, atteinte lors du solstice d'été, et sa position la plus basse, atteinte lors du solstice d'hiver. Concrètement, cela signifie qu'aux équinoxes, il est légèrement plus bas dans le ciel que le solstice d'été, comme on peut voir sur le schéma, mais aussi plus haut que le solstice d'hiver, comme on voit également sur le schéma. Il se situe entre les deux. Et cette transition marque le passage progressif des saisons, influençant l'ensoleillement et les températures au fur et à mesure de l'année. Donc voilà, j'espère qu'avec ce schéma tu auras tout compris. On passe directement à l'expérience physique. C'est parti! Pour expliquer les variations de saison au sein de la Terre, nous allons faire une nouvelle expérience. Nous allons utiliser comme soleil une lampe et nous allons utiliser un globe. Donc allons-y avec Elvis. Nous allons prendre l'exemple, viens voir, de Paris. Paris qui est juste là. On le voit bien. Et là, nous sommes actuellement en hiver. Étant donné que la partie, c'est seulement l'hémisphère sud marqué, hop, ça c'est l'équateur, là c'est l'hémisphère sud. On peut voir ici, hop, un point qui représente l'emplacement du soleil par rapport au globe. Donc là, on est à notre hiver personnel en Europe. Donc l'hémisphère sud est éclairé et l'hémisphère nord est moins éclairé. Sauf que, au fur et à mesure, avec l'inclinaison de la Terre à 23 degrés, au cours de sa révolution, elle va tourner autour du Soleil, ce qui va faire que, en plus des variations diurnes, la variation de saison va s'opérer. Donc nous allons voir. C'est ce mouvement-là que fait la Terre autour du Soleil. Hop. Et en plus de cela, la Terre tourne sur elle-même. Donc là, nous allons revoir l'Europe et notamment Paris, la ville que nous avons choisie.
juste là. Et le soleil, comme il éclaire des deux côtés, mais qu'on ne peut pas le faire à cause de la lampe qui est uniface, on peut voir dès à présent que ce n'est plus l'hémisphère sud qui est éclairé, mais bien l'hémisphère nord. Et on peut voir notamment Paris juste là. Donc on voit bien qu'avec l'inclinaison de 23 degrés, c'est en fonction de cela, ainsi que la révolution autour du soleil, que les saisons existent. Un coup, l'hémisphère nord est éclairé, donc ce qui est l'équivalent de notre été, alors que dans une autre partie de l'année, l'hémisphère sud est éclairé, ce qui correspond à notre hiver. Et là, on voit bien le point d'éclairage du soleil et Paris qu'on voit juste là, qui est là éclairé et qui est donc en été. Pour mieux illustrer notre expérience faite au lycée Victor Hugo pour les variations saisonnières, nous nous rendons sur le logiciel earthspacelab.com et nous allons réexpliquer tout ça. Donc on a dit que les saisons étaient liées à l'inclinaison de la Terre, donc de 23,5 degrés. Donc ils viennent de là en fait. Donc là voici la Terre coupée en deux perpendiculairement de manière équitable et l'axe de rotation de la Terre qui est juste ici. Et entre les deux on retrouve 23,5 degrés. Donc c'est là d'où vient l'inclinaison de la Terre. Et on a dit que c'était aussi par rapport à la révolution de la Terre autour du Soleil en une année solaire, donc 365,25 jours. Hop, du coup, voici la Terre. Donc là, envers l'équateur, on voyait la légende en bas. Donc ça va nous intéresser. Donc hémisphère nord, hémisphère sud. Nous avons parlé premièrement de l'hiver dans l'hémisphère nord, donc le solstice de décembre du 21 décembre. Et là, on voit très bien que l'hémisphère nord n'est pas éclairé directement par les rayons lumineux, donc avec un angle d'incidence moins important, donc une surface à éclairer plus importante et donc des températures moins importantes, donc l'hiver en l'hémisphère nord, tandis qu'à l'hémisphère sud on voit que tous les rayons éclairent directement de manière perpendiculaire l'hémisphère sud, donc des angles d'incidence maximaux ainsi que des surfaces d'éclairage minimal, donc des températures plus importantes, donc c'est l'été dans l'hémisphère sud. Au solstice de juin, nous retrouvons l'inverse, donc l'hémisphère nord qui est éclairé perpendiculairement avec une surface à éclairer moins importante et des températures plus importantes parce qu'on est l'été. Et enfin aux équinoxes, donc septembre, hop, et mars, c'est la même chose. L'hémisphère nord et sud sont éclairés de la même manière, donc de manière directe, et du coup on a à peu près les mêmes températures sur la planète Terre. Pas exactement parce qu'on va voir un troisième sujet qu'on va détailler plus tard, ce sera pas totalement le cas, mais pour simplifier c'est à peu près ça. Hop, donc on voit très bien ce petit schéma, et du coup nous allons voir en déplaçant ce curseur avec le schéma en haut à gauche, le chemin de la Terre autour du Soleil. Hop. Donc on voit très bien que au cours de l'année, la Terre tourne autour du Soleil. Si on se met en en décembre, donc l'hiver à l'hémisphère nord, on voit que l'hémisphère sud est orienté vers le Soleil et l'hémisphère nord à l'opposé. Et inversement, en juin, l'hémisphère nord est orienté vers le soleil et l'hémisphère sud à l'opposé. C'est pour ça qu'il fait plus chaud en juin dans l'hémisphère nord et plus froid l'hiver, le 21 décembre. Donc directement, nous allons passer au troisième sujet qui sont les variations de latitude et nous allons expliquer tout ça. Nous allons enfin passer au troisième et dernier point, Quentin, c'est la variation de latitude et la répartition du climat. Donc les variations latitudinales sont liées à la forme sphérique de la Terre, influençant l'intensité du rayonnement reçu selon la distance à l'équateur, qui se situe à 0 degré. Voici un petit schéma d'un globe terrestre. Nous avons ici la latitude 0 degré. Donc ça correspond à l'équateur. Les rayons solaires arrivent presque perpendiculairement tout au long de l'année, fournissant une forte intensité lumineuse et thermique. Cela explique les climats chauds et humides des régions équatoriales. Là, nous avons la latitude 45 degrés environ. Donc, on peut dire c'est entre 30 degrés et 60 degrés. Où l'angle d'incidence varie selon les saisons,
entraînant des climats tempérés avec des étés chauds et des hivers froids. Enfin, près des pôles, à environ 80 degrés de latitude, ou au moins au-delà de 66,5 degrés, les rayons arrivent très obliquement, dispersant l'énergie solaire sur une grande surface et limitant l'augmentation des températures. L'hiver est donc marqué par de longues nuits et l'été par des journées prolongées. Et on peut voir que, selon le schéma en bas à droite, plus la latitude augmente, plus la surface à éclairer est importante, et donc les températures sont moins importantes. Avec ce petit schéma, on peut représenter donc dans les zones équatoriales, de 0 à 10 degrés, un climat très chaud et humide. Dans les zones tempérées, de 23,5 degrés à 66,5 degrés, on a un climat avec des alternances saisonnières marquées et des variations de température. Enfin, dans les régions polaires, donc de 66,5 degrés à 90 degrés, on a des températures froides évidemment, puisque la surface éclairée est quasiment 6 fois supérieure d'après le schéma à une latitude de 0 degré, avec donc des nuits hivernales, de longues nuits hivernales et des journées prolongées en été, de manière parfois extrême. Et contrairement à une idée reçue, la proximité de l'équateur ne signifie pas une plus grande proximité au Soleil. La distance entre la Terre et le Soleil varie peu et a un effet minime sur le climat global. C'était tout pour les variations de latitude. Passons à l'expérience au lycée Victor Hugo pour après faire une conclusion générale. Enfin, pour montrer les variations de latitude, nous allons utiliser encore le soleil avec une lampe et le globe terrestre, mais aussi un carton avec 3 trous à l'intérieur qui vont nous permettre de nous rendre compte à divers endroits du globe que la latitude est différente et qu'il y a des variations à cause de cela. Tout cela est permis parce que la Terre est ronde et ça veut dire que l'angle d'incidence des rayons du soleil à divers endroits de la Terre ne seront pas les mêmes et parce que l'angle d'incidence n'est pas le même à divers endroits de la Terre par rapport à la normale. Donc on va illustrer tout ça avec l'expérience. Donc on va venir mettre les trous. Un trou, Elvis, tu vas nous montrer à l'équateur, celui juste là. Donc on peut voir que la latitude à l'équateur elle est de 0 et la zone éclairée est ronde et de manière très importante et concentrée. Donc la chaleur est importante et du coup une température plus élevée. Tandis que au pôle, dans cette zone juste là, on peut voir que la surface éclairée est beaucoup plus grande et du coup que la température est moins élevée parce que la surface éclairée est plus grande. Et justement, en fonction de la latitude, que ce soit au pôle nord ou au pôle sud, les zones éclairées sont toujours beaucoup plus grandes que les zones avec des latitudes proches de 0, en tout cas à l'équateur. Et on peut voir notamment ici, vers la Nouvelle-Calédonie, une zone d'éclairage plus importante que celle de l'équateur, mais toujours plus petite que celle des pôles. Donc tout cela est permis grâce à la forme ronde de la Terre. Juste avant de faire la conclusion de nos expériences, ainsi qu'une conclusion générale suivie des remerciements et de l'écran de titre, je voulais quand même récapituler sur les variations de latitude avec 2 schémas assez simples à comprendre et récapitulons tout ce qu'on a dit, mais peut-être de manière un peu plus simple. Donc sur le schéma de gauche, nous pouvons voir donc du coup le globe terrestre. On voit que là, on a une source lumineuse qui émet un rayonnement lumineux égal partout sur la planète. Sauf que, dû à sa forme sphérique, donc les latitudes, donc là on est au pôle, donc latitude de 90 degrés, là au milieu de 0 degré l'équateur, et les deux ici de 45 degrés environ, donc des villes comme Paris, etc. On peut voir que la répartition de l'énergie n'est pas la même. Donc à l'équateur, c'est ce qu'on a dit. On a des rayons qui arrivent obliquement sur la surface de la Terre, donc avec une surface d'éclairage qui est minimale et des températures maximales du coup, avec une plus petite zone d'éclairage. Lorsqu'on va des latitudes de 45 degrés environ,
on a une zone d'éclairage qui est plus importante que celle à 0 degré de latitude, et donc des surfaces à éclairer plus importantes, et donc des températures moins importantes. Et c'est ce qui se traduit très bien. On voit clairement que au pôle, la surface d'éclairage est bien plus grande, donc là je dirais à vue d'œil 2 fois plus grande qu'à l'équateur, pour une même énergie au départ. Et donc du coup la surface éclairée est donc plus grande, et donc la température sera moins grande. Et c'est ce qui se transmet sur le schéma de droite. Donc on peut voir que là on a une échelle d'intensité lumineuse, donc avec cette unité là, et plus elle est élevée, plus l'énergie est concentrée, on va dire, et la surface d'éclairage est moins grande. Donc on peut voir que dans la zone vers ici, donc ça correspond à l'équateur, l'intensité lumineuse est plus importante, c'est ce qu'on a vu ici. Les rayons lumineux ils sont émis sur une plus petite zone, et donc les températures sont plus hautes parce que l'intensité lumineuse est plus importante. Dans les régions vertes, jaunes, donc c'est moins important que dans l'orange, rouge, donc vers Paris, etc., l'Espagne, le Portugal, un peu des États-Unis, pardon, la Chine, etc. On peut voir que l'intensité est moins grande, et on peut assimiler ça aux deux rayons ici d'environ 45 degrés. Et donc la surface d'éclairage est plus importante et les températures sont moins élevées, avec une intensité lumineuse qui est donc moins forte. Et enfin, au pôle, ou du moins au-dessus de 66,5 degrés comme dit précédemment, on est dans le bleu et on est à une intensité qui est 2 à 3 fois moins forte que dans la zone de l'équateur. Donc c'est ce qu'on peut voir ici, du coup, avec des zones d'éclairage plus importantes, beaucoup plus importantes qu'à l'équateur, et à des latitudes moyennes de 45 degrés. Et donc les températures et l'intensité lumineuse est forcément bien moins importante. Donc voilà, c'était juste pour bien que tu comprennes, Quentin, avec deux schémas récapitulatifs, et là avec tout ce qu'on a fait et toutes les conclusions qu'on va faire après sur les expériences et sur ce qu'on a fait globalement de manière synthétisée, tu auras tout compris, et d'ailleurs nous te posons des questions. En conclusion, les variations qui existent au sein de la Terre sont diverses et variées. On en a vu trois. Tout d'abord, les variations diurnes, donc le système jour-nuit. Nous avons représenté que le flash de téléphone est un papier toilette, donc représentant le soleil, où nous voyons que au fur et à mesure de la journée où la Terre tourne sur elle-même, l'angle d'incidence est modifié. Donc en position à midi, où le soleil éclaire directement au-dessus de la tête de la personne qui est située juste là. Ensuite, avec une inclinaison à l'après-midi comme ça, avec une surface qui a augmenté et avec une température qui a diminué parce que la surface a augmenté. Et enfin, au coucher du soleil, avec une position comme ça. Donc, en fait, le soleil ne bouge pas, c'est juste avec la rotation de la Terre, l'inclinaison n'est pas la même. Et du coup, avec cette position-là, la surface est encore plus grande et qui fait que l'intensité lumineuse est plus faible. Ensuite, nous avons vu les variations saisonnières que nous avons mis en valeur avec la lampe qui faisait office de soleil et le planisphère, où nous voyons qu'en hiver européen, l'hémisphère sud était éclairé, mais lors de la révolution, à cause de l'inclinaison de 23 degrés et demi de la Terre et de sa révolution autour du Soleil, on se retrouvait avec l'Europe désormais et l'hémisphère nord en général éclairé, donc ce qui fait que les saisons changent au cours de l'année. En hiver européen, l'hémisphère sud est éclairé, et en été européen, l'hémisphère nord, donc qui fait partie avec l'Europe, est éclairé. Et enfin, nous avons vu excusez-moi, les variations de latitude que nous avons mis en valeur avec ceci qui montrait des trous aux rayons lumineux du soleil. Nous avons mis un sur l'équateur avec une latitude de 0 et un sur les pôles avec une latitude d'environ 90. Et nous avons vu qu'à l'équateur, l'angle d'incidence ne change pas et la lumière reste très concentrée, alors qu'au pôle, la surface d'éclairage
est beaucoup plus importante et que la température diminue vu que la surface émise est plus importante. Et en fait, en conclusion, on peut conclure que tous ces phénomènes sont liés à la variation des angles d'incidence qui régissent justement toutes ces variations. Merci à vous. On est de retour sur l'ordinateur et après avoir vu la conclusion des expériences que nous avons fait en laboratoire précédemment, nous allons conclure pour répondre à la question comment l'énergie solaire reçue par la Terre varie-t-elle dans l'espace et dans le temps. Donc, en résumé, nous avons 3 facteurs que nous avons vus, expérimentés et détaillés. La variation diurne, l'heure de la journée à cause de la rotation de la Terre modifiant l'angle d'incidence des rayons du Soleil tout au long de la journée. Les variations saisonnières causées par l'inclinaison de la Terre, de l'axe de la Terre et de sa révolution autour du Soleil. Et les variations latitudinales liées à la forme sphérique de la Terre, influençant l'intensité du rayonnement reçu selon la distance à l'équateur. Voilà le petit schéma en bas à gauche résumant tout ce qu'on a dit précédemment. Et aussi par rapport aux 23,5 degrés de l'inclinaison de l'axe terrestre, j'ai oublié de vous dire que ça correspond à l'axe de rotation de la Terre par rapport à la perpendiculaire au plan écliptique, donc le plan dans lequel la Terre tourne autour du Soleil. En autre terme, si on trace une ligne perpendiculaire au plan de l'orbite terrestre écliptique, l'axe de la Terre est incliné à 23,5 degrés par rapport à cette ligne. C'est cette inclinaison qui est responsable des variations saisonnières car elle modifie l'angle d'incidence des rayons solaires au fil de l'année comme on a vu précédemment. C'était juste une petite aparté, mais il faut le savoir. Et enfin, on peut conclure que tous ces phénomènes est une histoire d'angle. En effet, les différences climatiques sur Terre sont principalement dues à l'angle d'incidence et des rayons solaires et à la répartition de l'énergie solaire via cet angle d'incidence justement. La Terre qui est en mouvement constant voit ses températures varier selon ces angles et ces phénomènes qu'on a vus expliquer expliquent les différences climatiques observées sur la planète et jouent un rôle fondamental dans l'équilibre énergétique de la Terre. C'est logique, mais il faut le savoir et c'est une conclusion qui est viable. Donc, tout de suite, nous allons passer à la conclusion justement de cette histoire avec Quentin pour voir s'il a tout compris. J'espère que oui. On va lui poser quelques questions et l'interroger et nous allons voir ce qui se passe. Alors Quentin, ces explications t'ont-elles aidé ? Bah franchement, ouais, je connais à peu près tout. Très bien. Alors résume-moi et dis-moi ce que sont les variations diurnes, s'il te plaît. Ah, trop simple. Les variations diurnes, c'est dû à la rotation de la Terre qui tourne sur elle-même, modifiant ainsi l'angle d'incidence du Soleil tout au long de la journée. Ok, très bien résumé. Ensuite, résume-moi les variations saisonnières. Alors, elles sont causées par l'inclinaison de l'axe terrestre et Ok. la révolution autour du Soleil, responsable des saisons. Très bien. Et ensuite, résume-moi les variations de latitude, s'il te plaît. Alors, ça, c'est lié à la forme sphérique de la Terre, ce qui Ouais. influence l'intensité du rayonnement reçu selon la distance de l'équateur. Très bien résumé là. Franchement, je peux dire que t'as très bien compris. Mais fais-moi Hmm. une petite phrase conclusive concernant toutes ces variations. Alors, comme nous l'avons vu précédemment, tous ces phénomènes sont liés à la variation des angles d'incidence des rayons lumineux produits par le Soleil. Super, génial. Alors là, franchement, Hmm. là tu m'épates là. Là, franchement, Bah, tu m'épates. merci. Et je pense qu'on a tout dit, on a tout bien résumé. Donc on a accompli notre mission qui était de te faire comprendre ton cours. Tu es content, c'est Ouais. très bien. Alors Bah, vas-y. bah, du coup, merci infiniment. Je pense, je vous dois la vie pour tout ce que vous m'avez appris parce que c'est très important, Oui, toutes ces c'est vrai. infos, bien sûr. C'est vrai, Et c'est vrai. bah, j'espère qu'on se reverra pour de nouvelles aventures. Voilà. Très bien. Et en tout cas, je te souhaite une bonne soirée et on se verra dans une nouvelle capsule explicative de physique chimie. Allez, salut Quentin. Bonne journée, bonne Salut. soirée. Enfin, avec Elvis et Quentin, nous avons collaboré pendant plusieurs
longue semaine pour répondre à la question de manière la plus claire et la plus précise possible. Et nous souhaitons vraiment vous remercier pour avoir visionné cette vidéo qui nous a pris pas mal de temps. Vraiment, immense merci. Et voici l'écran de nos remerciements, c'est parti. Donc merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Oscar, Quentin et Elvis vous remercient. Sur ce, rendez-vous pour la prochaine capsule informative. Les prochains thèmes: aller sur la lune à moto, faire des crêpes tel un vrai pâtissier et marcher sur la tête. Vous pouvez aussi nous soutenir via une cagnotte en ligne pour notre bonne cause, qui est celle de sauver les macromolécules détruites par les flatulences de fourmis. Voici le lien, n'hésitez pas, il est surligné en jaune et écrit en bleu. Appuyez sur cette URL en bas à gauche de votre clavier, restez appuyé, plus cliquez sur le lien, vous serez redirigé vers la cagnotte. Et sur ce, voici l'écran de titre. Au revoir! Sigma, Sigma boy, Sigma boy, Sigma boy. Каждая девчонка хочет танцевать с тобой. Sigma, Sigma boy, Sigma boy, Sigma boy. Я такая вся, что добиваться будешь год. Sigma, Sigma boy,